Alors donc, merci d'être là. Donc, mon atelier, donc, c'est les dossiers chauds de la paternité. En fait, donc, l'année passée, j'avais fait ce genre d'atelier-là pour une première fois. C'est un petit tour d'horizon, dans le fond, de ce qui se passe au niveau des pairs et des politiques publiques. Pour moi, c'est important parce que, dans le fond, c'est important ce qui se passe sur le terrain, c'est important ce qui se passe au niveau de l'intervention, mais c'est important également de regarder la place que les pairs peuvent prendre dans les politiques publiques, parce que sinon, il peut arriver que nos efforts qu'on met au niveau de l'intervention, dans le fond, aient des limites. Il faut aussi agir sur le cadre. Puis pour moi, là, ça, c'est vraiment une cause qui est très, très importante pour moi. Alors, on part. De que va-t-on parler ce matin? Donc, on va parler des grandes réformes qui se sont réalisées ou qui sont en cours, donc assurance parentale, protection de la jeunesse, réforme du droit de la famille. On va parler aussi des renouvellements à venir. Il y a trois grandes stratégies politiques, plans d'action qui sont en cours, qui vont avoir un impact important au niveau des pairs et de leur engagement. Et on va aussi, après ça, parler de quelques petits dossiers courants. Et dans une conclusion, on va essayer là, de se connecter plus particulièrement au contexte actuel. Alors, on poursuit, on part. Donc, réforme de l'assurance parentale, bien là, vous êtes sûrement au courant. Donc, en octobre 2020, donc l'automne passé, il y a une réforme de l'assurance parentale importante qui a été mise en vigueur. Vous le savez probablement, en 2006, le régime québécois d'assurance parentale a été mis en vigueur. Ce régime-là, c'est le régime le plus intéressant pour les parents en Amérique du Nord. Il y a des régimes en Europe, particulièrement dans les pays scandinaves, qui sont plus intéressants, mais c'est quand même déjà un beau régime que l'on a avec le 5 semaines de congé de paternité, le 18 semaines de congé de maternité et plus ou moins le restant de l'année de congé parental. Ce que la réforme a fait, tout d'abord, ça a été que avant, les prestations pouvaient être prises sur un an, mais maintenant, les parents vont pouvoir les prendre sur un an et demi pour donner plus de flexibilité. Et ça nous semble vraiment quelque chose qui est très, très, très intéressant. Autre chose, je pense que vous allez le comprendre aisément, c'est qu'il y a un ajout de 5 semaines de prestations exclusives à chacun des deux parents lors d'une naissance ou d'une adoption multiple. Alors là aussi, je pense que c'est facile à comprendre. Si on a des jumeaux ou des triplets, le fait d'avoir que chacun des parents ait 5 semaines de plus, je pense que c'est vraiment tout bénéfice pour les parents. Je pense que c'est vraiment quelque chose là, qui est pleinement justifié. L'autre chose aussi qui est intéressant, vous avez dû en entendre parler aux nouvelles, c'est que les prestations des parents adoptants sont maintenant équivalentes à celles des parents biologiques. C'est sûr que avant, la logique, c'est de dire que comme la mère accouche, il faut qu'il y ait comme une période particulière pour la rémission physique. Cependant, ce qu'on s'est dit, qui est plein de bon sens, plein de logique, c'est que oui, la mère n'accouche pas dans cette situation-là, cependant, parce que les parents sont adoptants. Par contre, il y a d'autres enjeux en termes d'attachement, en termes d'adaptation. Donc, d'avoir des prestations équivalentes à cet égard-là, ça semble vraiment quelque chose qui est tout à fait justifié. Nous, de plus, puis j'ai défendu cette position-là à l'Assemblée nationale, on souhaitait qu'il y ait 3 semaines de congé de paternité additionnel. On passe donc de 5 semaines à 8 semaines. Pourquoi? C'est parce qu'on a envoyé un extraordinaire message aux pères, aux familles, au Québec, pour dire que les pères, c'est vraiment important. Et on sait que l'engagement précoce, que les bonnes habitudes sont importantes. Plus elles se prennent tôt, mieux que c'est. Et donc, on a proposé 3 semaines de plus de congé de paternité, mais finalement, ça n'a pas été retenu par le gouvernement. Ce qu'ils ont retenu comme mesure, ce qui est quand même intéressant, c'est que c'est la mesure suivante. Quand les deux parents prennent au moins 8 semaines de congé parental, il y a un bonus de 4 semaines additionnelles dans la banque de congé parental. Donc, c'est intéressant, c'est une mesure progressiste qui favorise un plus grand partage du congé parental. Cependant,
Ce que je pourrais dire, c'est dans le fond, c'est un bonus aux couples qui partagent déjà. Cependant, ceux qui ne partagent pas risquent fort de ne pas utiliser cette mesure-là. Donc, même selon les prévisions du Conseil de gestion de l'assurance parentale, il va peut-être y avoir 25 à 30 des couples qui vont utiliser ces mesures-là. Donc, les trois quarts des parents, des pères, pourraient ne pas bénéficier de cette nouvelle mesure-là. Donc, nous, on pense encore que la meilleure mesure, ce serait vraiment l'allongement du congé de paternité et on va continuer à défendre cette mesure-là. Même si on est quand même convaincu que c'est une bonne mesure, la réforme est positive, mais on aurait pu aller plus loin pour intégrer les parents. Alors, protection de la jeunesse, commission Laurent, vous savez tout le monde, hein, c'est ça. Donc, on est très, très près du dépôt du rapport de la commission Laurent. Ce dépôt-là va se faire, selon toute vraisemblance, à la fin du mois d'avril. Et pour nous, on pense que ce serait vraiment une formidable occasion pour intégrer les pères comme des acteurs pour prévenir la maltraitance et la négligence des enfants. Pourquoi ce dossier-là est important? Et là, je vais faire référence aux travaux de Carl Lacharité et de Annie Deveau. C'est qu'eux, ils ont analysé les dossiers de suivi des enfants à la DPJ et ils ont constaté qu'il y avait assez peu de présence des pères dans les dossiers de suivi des enfants. Quand les pères sont absents, il arrive souvent qu'on en manque, qu'on ne mentionne même pas les motifs de cette absence-là. Il arrive aussi souvent que les pères sont décrits assez négativement et le rapport constatait aussi que quand le père est décrit positivement, il arrive souvent que c'est dans des cas où le père a la garde exclusive. Donc, ces données-là nous font constater qu'on pourrait certainement faire mieux de ce côté-là. C'est ce que je suis allé dire à la commission Laurent et on espère que nos arguments vont être entendus et qu'on s'assure vraiment de faire en sorte que les pères soient vraiment considérés comme des acteurs importants pour prévenir la maltraitance et la négligence des enfants. Comment ça pourrait se faire? Tout simplement, par exemple, en produisant des données plus genrées, père, mère, garçon, fille, au niveau de la DPJ. Ça, déjà, ça ferait une grande différence. Puis si je vous dis ça, c'est parce qu'on a regardé le rapport, à l'époque, c'est le rapport 2018-2019 de la DPJ, et il n'y avait aucune donnée genrée père-mère. Et au niveau des données genrées garçon-fille, il y en avait une, et dans ce cas-là, il y avait vraiment des écarts importants entre les garçons et les filles. Alors, si on avait des données genrées père-mère, garçon-fille, on pourrait certainement mieux accompagner, mieux suivre les familles, les garçons, les filles et avoir des interventions les plus adaptées possibles à la réalité de chacune de ces personnes-là. Des mesures genrées, des indicateurs de résultats genrés au niveau de la DPJ, plus de recherche. On pense aussi qu'il y a un paquet de stratégies d'intervention, programmes, plans d'action qui pourraient mieux intégrer les réalités des pères. Le programme CIP, la politique de périnatalité, tout ce qui travaille au niveau de la négligence, on pense qu'on pourrait vraiment mieux travailler pour mieux inclure les pères. Et bien sûr, le financement des organismes communautaires qui soutiennent spécifiquement les pères en difficulté et leurs enfants. Et en terminant, ben, écoutez, il y a deux projets qu'on va proposer au gouvernement. Tout d'abord, on pense que ce qui ferait vraiment, vraiment une différence, c'est qu'il y a un programme de formation et d'accompagnement à l'adaptation des pratiques pour le personnel intervenant et les gestionnaires de la DPJ. Et on a déjà 2 DPJ régionales qui sont intéressées à participer à cette action-là. Alors, ça pourrait être un moyen de s'assurer que dans l'intervention auprès des familles, on intègre mieux les pères. Et finalement, on pense que tous les acteurs du secteur famille pourraient aussi être mobilisés pour soutenir l'engagement des pères qui vivent des difficultés importantes. Alors, c'est un rendez-vous qu'on attend. On a certains espoirs et on dit qu'il y aurait vraiment l'occasion de faire quelque chose d'important pour les pères, pour les familles qui vivent des difficultés importantes. Alors, réforme du droit de la famille. Vous le savez, Alain Roy avait déposé il y a quelques années une réforme importante, un projet de réforme important du droit de la famille. Le gouvernement actuel a mené des consultations et là, on est un peu en suspens. Je vous ai mis
Dans le PowerPoint, là, donc une petite citation qui est sur le site du ministère de la Justice. Donc, pour le moment, on ne sait pas exactement où ce projet-là s'en va, mais il n'a pas été écarté. C'est ça. Dans ce dossier-là, qu'est-ce qui est important? On avait travaillé sur un mémoire avec Diane Dubois et ce qu'on constatait dans le fond, c'est que les pères, les mères ont souvent des trajectoires différenciées en période de séparation. Souvent, c'est davantage les mères qui vont initier la séparation. Les pères vont davantage quitter le domicile familial. Il y a des écarts importants, hein, vous le savez, au niveau des gardes d'enfants. Les stratégies des pères, des mères en situation de rupture sont différentes. Le rapport à l'aide est différent aussi. Les pensions alimentaires, tout ça. Donc, il y a comme un ensemble de facteurs qui fait que, bien sûr, il faut soutenir tous les parents, les pères, les mères, mais les réalités et les vécus ne sont pas nécessairement les mêmes. Donc, ce qu'on demande tout simplement, c'est qu'il y ait une attention particulière qui soit portée aux réalités des pères dans les réformes qui vont être apportées. Je vous ai mis dans le PowerPoint une citation qui est importante pour nous de Maître Alain Roy, qui était l'auteur du rapport sur la réforme du droit de la famille. Et ce qu'il nous disait, dans le fond, c'est que on a longtemps demandé aux pères et aux hommes de s'adapter au système de justice. Et là, ce qu'il nous dit, c'est que le temps est maintenant venu de demander au système de justice de s'adapter aussi aux réalités des pères et des hommes. L'idée, c'est pas de privilégier les pères, mais c'est juste de s'assurer que tout le monde est dans l'équation, quelle que soit leur réalité particulière. Alors, c'était ça qu'on a proposé, donc au ministère de la Justice, c'est ça qu'on a proposé lors des consultations. Et on pense que ce serait important d'introduire cet élément-là dans la réforme pour faire en sorte que les réalités des pères soient mieux connues et, dans le fond, faire en sorte que les séparations se passent mieux et que la relation père-enfant suite à la séparation là, soit mieux soutenue. Et là, il y avait aussi quelques recommandations qu'on a faites dans votre mémoire. De toute façon, mon PowerPoint va être disponible en ligne après la conférence. Sur le droit de la famille, il faut mentionner aussi que récemment, la loi fédérale sur le divorce a été amendée. C'est la loi sur le divorce, donc ça ne s'applique qu'aux couples mariés. Mais il y a plusieurs modifications importantes qui ont été apportées à cet égard-là. Mais moi, je me concentre aujourd'hui davantage là, sur les politiques québécoises. Alors voilà donc un autre chantier qui pourrait avoir quand même un impact important sur les familles québécoises. Alors, on continue. Il y a une période d'opportunité au niveau des politiques publiques parce qu'il y a plusieurs grandes politiques qui sont importantes pour les pères, pour les familles, qui vont être en renouvellement bientôt. Le plan d'action ministériel en santé et bien-être des hommes. Je suis certain qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui connaissent ce plan-là. Ce plan-là, c'est vraiment un plan extrêmement important. C'est un plan d'action tout à fait historique. Il faut vraiment le souligner parce que c'est pas une blague, c'est vraiment, vraiment les faits. Jusqu'au 22 juillet 2017, en santé et services sociaux au Québec, il y avait conceptuellement, puis dans les actions, les formulaires et tout ça, des mères et des parents. Donc, il y avait des actions qui visaient spécifiquement les mères, particulièrement celles qui étaient centrées autour de l'accompagnement, de l'accouchement, du suivi postnatal et tout ça. Et après ça, il y avait une deuxième catégorie qui était les parents. Les pères étaient inclus dans cette catégorie-là, mais il n'y avait pas d'action spécifique qui les visait. Donc, on parlait de mères et de parents. Et ce n'est que depuis 2017 qu'il y a des actions spécifiques qui visent les pères à soutenir leur engagement en période de. C'est ça. Donc, on vise spécifiquement à soutenir les pères. Vous avez dans le PowerPoint à gauche les 5 actions. Et ça, pour nous, ça a vraiment été extrêmement important parce que ça soutient des actions spécifiques pour soutenir l'engagement des pères. Mais ce plan d'action-là, il est dans sa 4e année de 5.
Il devrait être renouvelé l'année prochaine en 2022. Et c'est sûr que là, avec nos partenaires nationaux en santé et bien-être des hommes, on travaille très fort pour qu'il y ait un plan d'action qui, dans le fond, qui s'assure de consolider les actions qui sont déjà en place, mais aussi de les renforcer pour aller plus loin à l'avenir. Les enjeux qu'on identifie au RVP et avec nos partenaires, c'est de maintenir, dans le fond, une présence transversale des pairs dans le plan d'action. Parce que vous voyez, dans le plan d'action précédent, il y avait 5 mesures qui visaient les pairs. Bien sûr, accroître le financement à la mission des organisations communautaires qui soutiennent les pères en difficulté et leurs enfants. On pense aux maisons hygiène, mais on pense aussi à des organismes comme Pères séparés et d'autres organismes qui ont vraiment des actions spécifiques pour soutenir les pères en difficulté et leurs enfants. On pense aussi que dans le cadre du programme CIP, on pourrait, donc le programme CIP, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, le programme de services intégrés périnatalité et petite enfance, qui aurait vraiment un effort additionnel pour vraiment mieux soutenir les pères. D'ailleurs, sur le programme CIP, je vais y revenir un petit peu plus loin. Et on pense aussi que dans le premier plan d'action en santé et bien-être des hommes, on avait des mesures assez générales, mais parmi les hommes, parmi les pères, il y a vraiment des réalités particulières auxquelles il faut s'intéresser. Qu'on pense, par exemple, aux pères immigrants, qu'on pense aux pères qui ne parlent pas la langue de la majorité, qu'on parle aux pères de la diversité sexuelle et de genre, qu'on pense aux pères autochtones. Parce que, dans le fond, ces couches-là de vulnérabilité additionnelle peuvent faire en sorte que l'accès aux services, que la parentalité soit plus compliquée. Et on pense, écoutez, puis donc moi, ce que je souhaite vraiment, c'est que, oui, c'est important le plan d'action en santé et bien-être des hommes, mais ce qui ferait vraiment une différence, ça serait si on faisait en sorte que les pères, oui, soient dans le plan d'action, mais qu'ils soient aussi dans d'autres actions du ministère de la Santé. Hein, la politique de périnatalité, les actions en violence conjugale, les actions en santé mentale, la DPG, tout ça. Et finalement, que ça ne soit pas comme un ensemble d'actions différentes qui soient faites, mais qui est comme un tout intégré pour mieux soutenir l'engagement des pairs. Et bien sûr, c'est encore plus vrai dans le contexte actuel, on pense qu'il faut qu'il y ait une préoccupation particulière, importante, majeure, pour mieux prévenir la violence conjugale et familiale. Et ça, on pense vraiment que c'est une responsabilité collective. Et pour qu'on fasse vraiment une différence, il faut agir donc en prévention. Il y a des acteurs qui sont là en prévention, mais aussi dans l'intervention directe, puis aussi avec des mesures policières, des mesures judiciaires quand c'est nécessaire. Et pour qu'il y ait vraiment des actions structurantes à cet égard-là, il faudrait vraiment mobiliser l'ensemble des partenaires qui sont concernés. Donc, le plan d'action en santé et bien-être des hommes, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important pour nous, qui a déjà commencé à donner des résultats importants, mais ce qu'on souhaite, c'est que à l'avenir, il y ait un deuxième plan d'action qui soit encore plus structurant, qui donne encore plus de retombées. Alors, politique de périnatalité, j'ai vu mon amie Élise Boyer qui est là de la Fondation Holo. Je sais qu'Élise a beaucoup d'attention et d'intérêt au renouvellement de la politique de périnatalité. Dans le cas des pères, dans la politique actuelle, celle à 2008-2018, il y avait une super belle orientation pour les pères. Je me souviens à l'époque, quand je l'avais lu, j'étais vraiment content, j'étais vraiment heureux de voir ça. Et on parlait d'adapter les pratiques, les interventions et les services offerts dans le réseau de la santé et des services sociaux de façon à accueillir et à favoriser l'engagement des pères envers leurs jeunes enfants. C'était très beau. Malheureusement, il n'y a pas eu de mise en œuvre de cette consultation-là, de cette orientation-là. Alors, ce qu'on souhaite dans la prochaine politique de périnatalité, il y a eu des consultations qui ont été menées, c'est que vraiment, il y ait des actions ciblées, spécifiques pour soutenir l'engagement des pères. Puis la périnatalité, c'est particulièrement important parce que c'est le début de la vie de la famille, c'est le début de la relation du père avec ses enfants. C'est le début de sa relation aussi avec les services sociaux et de santé. Donc, l'engagement dès le début est extrêmement important. On pense avoir été entendu.
mais on espère vraiment que de façon explicite, il va y avoir des mesures pour soutenir l'engagement des pères. Alors, stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les hommes et les femmes, en principe, elle se termine en 2021, mais probablement qu'elle va être reconduite pour une autre année. Ça aussi, c'est une mesure gouvernementale très importante. Et dans la stratégie précédente, donc la 2017-2021, il y avait plusieurs mesures que vous voyez là qui visaient spécifiquement à valoriser, à soutenir l'engagement des pères. Alors ça, c'est des choses évidemment qu'on a vraiment appréciées. Et le secrétariat à la condition féminine qui pilote la stratégie gouvernementale entre les hommes et les femmes, c'est vraiment un acteur de premier plan et c'est vraiment un allié du RVP depuis une dizaine d'années. Pourquoi? Parce que je vous ai mis à gauche là, un des objectifs, la stratégie. J'ai bien aimé ça quand j'ai lu ça. On parle donc de l'importance de mobiliser les femmes et les hommes pour qu'ensemble, ils fassent progresser l'égalité de fait, et ce, dans tous les milieux et dans toutes les régions du Québec. Donc, l'idée vraiment, c'est que les pères, les mères, les hommes, les femmes doivent travailler ensemble pour l'atteinte de l'égalité. Et la stratégie pour l'égalité, c'est vraiment un levier majeur à cet égard-là. Et vous voyez à droite plusieurs pistes d'action qui pourraient être intégrées dans le prochain plan. Bien sûr, maintenir les appels de projet, promotion de la coparentalité, favoriser la conciliation famille-travail-études. Je pense aussi qu'il y aura un grand chantier à mettre en œuvre en périnatalité. Je pense qu'il serait temps qu'on travaille vraiment tout le monde ensemble pour mieux soutenir les pères en période de périnatalité. Et ça serait intéressant qu'il y ait des mesures particulières aussi pour soutenir l'engagement des pères immigrants. Alors, le temps file rapidement. Le programme CIP, pour ceux qui me connaissent, j'y reviens souvent parce que je trouve que c'est un peu emblématique des limites de l'intégration des pères dans les politiques publiques. Le programme CIP vise à soutenir les familles vulnérables. Il s'adresse spécifiquement aux pères, comme on peut le voir en haut à gauche. Dans le plan d'action santé bien-être des hommes, on disait que c'est important d'affirmer que les pères sont des acteurs importants pour le développement des enfants. Cependant, encore maintenant, en 2021, les pères ne peuvent pas s'inscrire au programme CIP, même s'ils sont monoparentaux. Ce que je dois dire et reconnaître cependant, c'est que à partir de cette année, les interventions effectuées auprès des pairs vont pouvoir être compilées dans le guide de saisie du ICLSC. Donc, ce n'est pas une inscription en bonne et due forme. Cependant, ça va permettre de commencer à faire apparaître les pairs un petit peu au niveau du programme CIP. C'est un premier pas, mais ce qu'on souhaiterait vraiment, c'est que les pères soient vraiment reconnus comme des parents à part entière pour le programme CIP et qu'il y ait aussi des actions qui visent spécifiquement, qu'il y ait des outils pour soutenir le personnel intervenant, les gestionnaires, puis que dans l'intervention, il y ait vraiment une préoccupation là, plus importante, accrue des pères, puis qu'on travaille avec les équipes pour faire en sorte là, que tous les parents aient un soutien aussi important. Donc, le programme CIP, quelque chose qui est important. On poursuit. J'ai mis ministère de la Famille et secrétariat à la condition féminine parce qu'ils font des appels périodiquement. Peut-être qu'il va y en avoir d'autres bientôt, on ne le sait pas. Mais ces appels de projets-là ont permis de financer plusieurs de vos projets, plusieurs de vos actions. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été très structurant dans les dernières années. Alors, écoutez, on va s'entaller tranquillement vers une conclusion parce que j'arrive à la fin de mon temps. Si j'avais à résumer ce dossier-là, ce que je dirais, c'est que la première mesure phare, importante en termes d'intégration des pères dans les politiques publiques au Québec, ça a vraiment été le congé de paternité, le congé parental en 2006. Après ça, les deux grandes avancées majeures qui ont été réalisées de 2015 à 2018, c'est le plan d'action ministériel en santé et bien-être des hommes et la stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Pourquoi c'est important, ces deux mesures-là? Parce que c'est vraiment des mesures de politique publique où, de façon claire, nette et précise, on cible les pairs puis on travaille à soutenir leur engagement. Donc, ça, c'est vraiment des avancées majeures et c'est important que ça continue, que ça se bonifie. Qu'est-ce que je vois, moi, dans la période actuelle? C'est que
Je crois qu'il y a un contexte d'opportunité qui pourrait permettre au gouvernement de poser des gestes importants pour soutenir l'engagement des pères auprès de leur famille. Moi, je suis convaincu que le ministère de la Santé peut faire des choses importantes, la Condition féminine, le ministère de la Famille. Et dans le fond, c'est que si ces gens-là se mettaient vraiment à développer le réflexe paternité, eh bien, ça pourrait vraiment, vraiment faire une différence. Et un des leviers qu'on a important à l'heure actuelle, c'est toute la question d'inclure les pères dans tous les services à la famille. Donc, dans le fond, c'est que les pères ne sont pas exclus de ces services-là, mais souvent, ils sont insuffisamment inclus. Alors, donc, l'idée, ça serait de faire en sorte qu'on puisse, dans le fond, scanner tous nos services à la famille, qu'on les regarde et qu'on s'assure qu'ils soient bien inclusifs aussi des réalités des pères. La pandémie, ce que ça fait, c'est que ça met un focus sur les services de première ligne et sur les problématiques les plus lourdes, comme la violence conjugale, comme les problèmes de santé mentale, comme la DPJ et tout ça. Fait que dans ce contexte-là aussi, je pense qu'il y a des occasions intéressantes pour dire « et les pères ». Est-ce que dans notre mesure famille, dans notre mesure en santé mentale, dans notre mesure de DPJ, est-ce qu'on intègre aussi les pères? Puis comme j'ai mentionné, donc toute la question de la prévention de la violence conjugale, qui est un enjeu social là, extrêmement important. Donc, écoutez, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je suis quelqu'un d'optimiste, je suis quelqu'un d'engagé, je suis quelqu'un qui croit au changement social, je suis quelqu'un qui croit à l'évolution de notre société et à nos appareils de service. Et donc, il y a vraiment des rendez-vous importants qui s'en viennent. La Commission Laurent, le plan d'action santé bien-être des hommes, la stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes, la réforme du droit de la famille. Et on pourrait penser aussi au niveau du monde de l'éducation, où il y a des écarts importants entre les pères, les mères, les garçons et les filles. Et tout ça dans une pensée, dans le fond, de s'assurer qu'on soutient tous les membres des familles. Alors, si j'avais une conclusion, ça serait de dire qu'il y a un contexte d'opportunité, mais pour ça, on aurait vraiment besoin, ce que je souhaite vraiment, c'est que l'État québécois développe vraiment le réflexe paternité. L'expression du réflexe paternité, elle vient de Yolande James. Yolande James, qui était ministre de la Famille, puis c'est elle qui a reconnu le RVP en 2011. Et elle avait dit j'espère que le gouvernement du Québec va développer le réflexe paternité. Il y a certaines parties du gouvernement qui ont commencé à développer un réflexe paternité, mais je pense que le gouvernement pourrait faire vraiment encore mieux pour avoir un meilleur réflexe paternité. Alors voilà, je vais arrêter mon partage et je vais vous revenir. Voilà. OK. C'est bon. Êtes-vous toujours là? Est-ce que vous m'avez entendu? Oui, oui. OK. Merci. Merci, chers amis, parce que c'est vraiment pas évident. Moi, je suis tout seul au bureau devant mon écran. Alors, j'avais la foi. Je me disais, ils sont là, ils sont là. Alors, ben, merci d'être resté là. Il nous restera à peu près comme un 5 minutes pour des questions, commentaires. Là, on va dans discussion publique. Fait que si vous écrivez de quoi, donc je vais pouvoir le voir. Donc, discussion publique, vous pouvez y aller, questions, commentaires. Je sais que c'est un gros sujet, puis je vous ai lancé beaucoup, beaucoup de matériel, là. Puis, comme je vous disais, le PowerPoint va vous être disponible. Mais je pense qu'il y a vraiment des opportunités pour qu'on fasse des choses importantes ensemble. Je vois aussi que ces idées-là, de plus en plus de fonctionnaires, ministère de la Santé, Services sociaux, Famille, Conditions féminines, les gens commencent là, à développer ce réflexe-là de scanner leur politique, de s'interroger. Est-ce qu'il y a des angles morts? Est-ce qu'il y a des dimensions qui font des obstacles à l'engagement paternel? Donc, tranquillement, ça se développe à ce niveau-là. Donc, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train d'écrire. Mais je ne vois pas encore. Vous êtes en train d'écrire simplement des choses.
très subtiles, très profondes. Alors, j'ai bien hâte de les voir arriver dans le chat. Voilà. Est-ce qu'un soutien personnalisé existe pour les organismes qui aimeraient améliorer leurs pratiques? Écoutez, au RVP, on a créé un programme qui s'appelle le PAPA, le programme d'adaptation des pratiques aux réalités paternelles. Alors, communiquez avec nous et ça va nous faire plaisir de travailler avec vous parce qu'on a vraiment à cœur d'être partenaire avec les organismes communautaires à la famille, les haltes garderies, les municipalités, le réseau de la santé. Alors, tous ceux qui veulent réfléchir sur vos pratiques, là, faites-nous signe, puis on va collaborer avec vous. Ça va nous faire grand plaisir. Écoutez, puis on va y revenir un peu plus tard, mais là, je vois notre ami Jean-Luc Folliot de la France et on a même un projet d'adaptation des pratiques avec une maison de la famille à Marseille, dans le sud de la France. Alors, puis au Québec, évidemment, on collabore avec de très nombreux partenaires. Parce qu'on pense vraiment, s'il y avait comme notre grand modèle à développer, c'est que si on veut vraiment faire le changement social qu'on espère, il faut agir, dans le fond, à plusieurs niveaux. Il faut agir sur les politiques publiques, comme on vient d'en parler. Il faut agir sur les organismes de services qui sont là dans le quotidien des familles. Et on pense aussi, dans le fond, qu'il faut agir peut-être des campagnes sociétales, sur les mentalités, agir auprès des pères, des mères, pour changer les mentalités, puis faire en sorte qu'on ait des conceptions peut-être plus égalitaires au niveau des rôles de père et de mère. Manuel Prats, ça avance à petits pas, mais grâce à ta ténacité, Raymond, je constate que du chemin se fait. Bravo. Ben écoutez, il faut reconnaître aussi que Manuel, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, a contribué beaucoup, entre autres au réseau des maisons d'hygiène, qui est quand même quelque chose d'unique au monde, dans des maisons d'hébergement père-enfant. C'est quelque chose, une création unique au monde et c'est quelque chose qui est vraiment là, extrêmement important. Jean-Luc, pour ce qui est du programme CIP, ne serait-il pas intéressant de se rapprocher de l'expérience des centres parentaux développés en France qui accompagnent de très jeunes couples de parents en vulnérabilité? Bien, écoutez, Jean-Luc, si tu peux me transmettre toute information à cet égard-là, ça serait certainement intéressant de voir ce qui a été fait puis de partager des informations à ce sujet-là.